Il n'y a pas longtemps sur Twitter, j'ai tweeté que si vous voulez savoir pourquoi le diable se trouve entre le Pacifique et l'Atlantique, regardez ce que subit Cuba depuis 60 ans par les États-Unis. Puis j'ai vu que l'autre sorcier de Donald Trump disait qu'il allait prendre le contrôle de l'île de manière pacifique. Du coup, je vais vous raconter l'histoire tragique de Cuba et à quel point ce monde me dégoûte. On est le 4 juillet 1776. Les États-Unis déclarent leur indépendance. Donc à l'origine, il y avait 13 colonies qui ont signé la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et c'est en 1783 que les États-Unis est reconnu via le traité de Paris. Et le but de cette vidéo n'est pas de vous raconter l'histoire d'indépendance des États-Unis, donc je vais faire une avance rapide. Le 2 décembre 1823, devant le Congrès américain, un certain James Monroe annonce les termes de la doctrine Monroe. En gros, qu'est-ce que c'est que doctrine? Les Américains annoncent que le continent américain est leur sphère d'influence et que les Européens n'ont plus le droit d'interférer, que ce soit du nord au sud. En contrepartie, les Américains ne se mêleront pas de ce qui se passe en Europe. Et c'est en 1898 que les États-Unis battent l'Espagne et ils prennent le contrôle indirect de l'île, qui est Cuba. À partir de 1901, les intérêts américains sont partout à Cuba. Ils contrôlent le sucre, les chemins de fer, les banques. En gros, ils contrôlent l'île, indirectement. Comment ils font ça? Comme ce qui se passe en Afrique, tu mets un homme de paille, très souvent un dictateur, qui va gérer tes intérêts contre une rémunération et une protection militaire, et tu fermes les yeux globalement sur ce qu'il peut faire à son peuple. Si bien qu'en 1950, Cuba, on l'appelle le casino des Américains, le pays est dominé par la mafia, par du trafic sexuel, par des drogues, de la dinguerie. Le dictateur à cette époque-là s'appelle Fulgencio Batista, qui était un dictateur soutenu par Washington. Sauf qu'en 1959, des factions armées à Cuba se révoltent. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit deux noms apparaître. Che Guevara et Fidel Castro. Pour la petite histoire, en 1963, Che Guevara est parti en Algérie, qui venait de prendre son indépendance en 1962, pour pouvoir s'imprégner ce mouvement révolutionnaire qu'il voulait apporter dans son pays. À cette époque-là, l'Algérie est devenue un symbole de la lutte coloniale. Et que veulent Che Guevara et Fidel Castro? Ils veulent la fin de l'influence américaine, la fin des inégalités, et ils veulent nationaliser les entreprises cubaines. Donc que les entreprises américaines deviennent un partenaire et non une part influente de ce qui appartient à Cuba. Et les États-Unis, ils resserrent la vis, malgré qu'ils perdent des milliards de dollars sur cette histoire-là. C'est en 1961 que ce conflit bascule dans une autre ère. John Fitzgerald Kennedy autorise une invasion secrète à Cuba. On appelle cette guerre secrète l'invasion de la baie des cochons. Comment ils vont faire ça? Ils prennent des exilés cubains qui sont aux États-Unis, ils sont formés par la CIA pour revenir sur l'île et pour pouvoir éteindre cette révolution qui est en train de se mettre en place. Sauf que c'est un échec total. En 3 jours, les États-Unis viennent de subir une défaite cuisante. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement de Cuba se rapproche de l'Union soviétique. Rappelez-vous qu'on est en pleine guerre froide. Rappelez-vous du contexte entre les États-Unis et l'URSS. Dinguerie, aux portes de Washington, Cuba devient communiste. Washington pète les plombs. Pour eux, c'est une dinguerie de faire ça. Pour vous dire à quel point c'est une dinguerie, en 1962, le monde est à ça d'une troisième guerre mondiale qui aurait signé la fin du monde. Parce qu'on aurait parlé d'une guerre nucléaire à ce moment-là. Nikita Khrouchtchev installe des missiles nucléaires aux portes des États-Unis. C'est une folie pour eux. On appelle cette histoire-là la crise des missiles de Cuba. Et pendant environ 2 semaines, le monde est à ça d'une guerre nucléaire. Les États-Unis mènent la pression et un accord est trouvé. L'URSS doit retirer ses missiles et les États-Unis promettent de ne jamais envahir Cuba. Par contre, les États-Unis renforcent leur embargo auprès de Cuba. Car je ne vous ai pas dit, en 1960, les États-Unis deviennent des sorciers avec eux. Ils mettent un embargo sur l'île. Concrètement, quel type d'embargo? Eisenhower décide de couper l'île du monde. Ils interdisent à tous ses alliés de commercer avec Cuba. Il faut savoir que l'île est complètement dépendante des exportations. Donc du coup, tu leur coupes l'herbe sur le pied. Eisenhower le met en place et Kennedy le renforce. Ça devient très compliqué pour l'île. Mais l'île ne tombe pas, car elle croit à son indépendance et à la foi en ses leaders. Pour vous dire à quel point c'est des sorciers, en 1996, ils font passer cette loi-là qui limite, rend impossible pour n'importe quel président d'enlever l'embargo qui est mis en place par les États-Unis. Mais en gros, de 1960 à 1991, Cuba devient un allié de l'URSS. Donc ça leur permet plus ou moins de sortir la tête de l'eau. Cette île devient même un symbole du communisme, car cette île a refusé de plier le genou face aux États-Unis. Bien que pour vous dire à quel point le monde reconnaît que Cuba a des cojones,
ils interviennent des fois en Amérique latine, ils ont intervenu en Angola, par exemple, qui se trouve en Afrique. Mais le problème, c'est que l'île dépend énormément des soviétiques. Donc ça marche tant que les soviétiques sont puissants, mais ce qui va se passer ensuite va leur donner la corde au cou. Car en 1991, l'URSS chute et beaucoup de nations proclament leur indépendance. Cuba vient de perdre son principal soutien. Qu'est-ce qui se passe sur l'île? Des pénuries, famine, crise de l'énergie. Ça devient très compliqué pour eux. Mais le régime a des cojones, mon ami. Il ne chute pas. On fait une avance rapide en 2014 sous la présidence d'Obama. Obama reprend les relations diplomatiques avec Cuba. Il réouvre une ambassade. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter le tourisme là-bas? Toute personne qui va à Cuba est interdite des États-Unis. Sauf que Obama supprime ça. Et même pour vous dire, en 2016, il va sur place. C'est historique. Enfin, un président américain remet les pieds à Cuba. Sauf qu'en 2017, un doki arrive au pouvoir aux États-Unis, qui s'appelle Donald Trump. Et lui, stop tout ça. Il est hors de question qu'on reprenne les relations diplomatiques avec Cuba. Il inflige plus de 200 sanctions à l'île. Vous vous rendez compte? 200 sanctions. Il remet en place l'interdiction des touristes d'aller là-bas, etc. Et il met des sanctions économiques pour isoler complètement l'île. Je vais vous expliquer à la fin de la vidéo pourquoi Donald Trump est comme ça avec Cuba. Ce fou inscrit même Cuba sur la liste des terroristes. On arrive à la dernière partie, qui est la crise actuelle depuis 2020. Comme vous le savez, il y a eu le Covid. Ça a fait un énorme ravage à Cuba. Donc le tourisme s'est effondré. L'État cubain a eu beaucoup de mal à survivre. Je vous rappelle que l'embargo est toujours en place. Et ils ont une pénurie de carburant. C'est bien qu'il y a des manifestations qui arrivent sur l'île. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Les États-Unis viennent de péter Nicolás Maduro, qui était le président du Venezuela. Il faut savoir que Nicolás Maduro exportait beaucoup de son pétrole vers Cuba. Donc Cuba n'a plus de ressources naturelles. C'est compliqué pour eux. Panne de courant. Les services médicaux n'arrivent pas à survivre. 3000 personnes actuellement sur l'île, qui compte 10 millions d'habitants de mémoire, dans une situation critique, car ils ne peuvent même plus avoir accès à des dialyses. Donc il y a 3000 personnes qui sont aujourd'hui jetées en pâture et qui vont sûrement décéder dans les prochains mois qui arrivent. Depuis, Trump a renforcé ses sanctions, Cuba est étranglé comme jamais. Et Trump vient de menacer le monde en disant que tout pays qui commercerait avec Cuba aurait des droits de douane. Et la Russie est actuellement en train d'envoyer du carburant à Cuba. Et t'as Trump qui dit ouais, ils n'ont pas le droit, vous êtes sous sanction, si le pétrole arrive, on va arrêter votre cargo. Les gars, on a ça d'une guerre mondiale. Hein. À ça, vraiment à ça. Parce que ce mec est fou. Maintenant, pourquoi Donald Trump fait tout ça? Parce qu'il faut savoir que toutes les présidences que je vous ai dit depuis le début du conflit avec Cuba, aucun n'a réussi à faire plier le genou à Cuba. Les États-Unis n'ont même pas d'intérêt à faire ça. Trump fait ça par caprice. Il veut prouver que tous les autres présidents n'ont pas réussi à faire et moi j'ai réussi à le faire. Mais c'est un malade. Il est en train de mettre à mort 10 millions de personnes. Des enfants, des femmes, des personnes âgées. C'est un malade. C'est un fou ce gars-là. Il est baisé dans sa tête. J'ai failli oublier, cet homme est le secrétaire d'État de Donald Trump. Il est d'origine cubaine. Et lui, il fait partie des Américains expatriés à Cuba qui veut justement renforcer les sanctions sur Cuba. Ce qui me fait énormément de peine, c'est que là, aujourd'hui, Cuba, ils sont en train de se rapprocher de Washington pour accepter tout ce que Washington veut, mais Washington veut rien là-bas. Il y a rien à prendre, si ce n'est juste asseoir sa domination sur le continent américain. Jamais je vous dirais que ce que fait les États-Unis au Moyen-Orient, c'est bien. Mais il y a une logique derrière. Il y a des ressources naturelles. À Cuba, il n'y a rien. Si ce n'est juste dominer un petit pays. C'est une dinguerie de faire ça. Les gars, n'oubliez jamais quelque chose que je dis souvent à mes proches. Quand tu veux connaître l'avenir, regarde les recurrences du passé. Les États-Unis ne restent qu'un pays impérial. Un pays de colonisateurs. Et ça me dégoûte. Parce que même aujourd'hui, il y en a qui sont pro-russes, pro-Chine, mais c'est la même chose avec eux. C'est juste des pays de colonisateurs.